Merci à tous. C'est toujours difficile de commencer à 13h30 après le déjeuner. Mais je vais essayer de vous présenter un peu le projet Hippocampe, qui est un projet qui est financé par l'Agence nationale de recherche sur le sida. Donc je parle au nom des deux autres investigateurs, on est trois au total. Donc Olivier Ségéral des hôpitaux de Genève, Yusuke Shimaka de l'Institut Pasteur et Didier Kwevi, je viens de l'Université de Lomé et je suis également à l'INSERM, à l'Université de Bordeaux. Donc je commencerai d'abord par le contexte de l'épidémiologie du virus de l'hépatite B. C'est à peu près 296 millions de sujets qui sont porteurs de l'hépatite B qui ont une hépatite virale chronique. On a 1,5 million de nouvelles infections chaque année. Et le nombre total de décès enregistrés par an est de 990 000, plus que le VIH et plus que le paludisme. La plupart de la transmission du virus de l'hépatite B de la mère à l'enfant va se faire essentiellement pendant l'accouchement, 90% de ces infections. Et on sait globalement que lorsqu'on est infecté par la petite enfance ou pendant la grossesse, on va développer une hépatite virale chronique dans 90% des cas, 30% des cas lorsque l'infection survient dans les 5 premières années de vie. Et lorsqu'on est adulte, on a 5% pour faire une infection virale chronique. Mais si on ne fait rien d'ici 2030, 50% des infections virales chroniques seront la résultante de la transmission de la mère à l'enfant. Et l'Organisation mondiale de la santé a ses recommandations qui datent de 2020. Je vous parlerai de les recommandations de 2020 puis de 2024, qui préconisent l'approche universelle qui consiste à vacciner les enfants, donc à avoir 3 doses au moins contre le virus de l'hépatite B et si possible une dose à la naissance qu'on doit administrer dans les 24 premières heures, avec un traitement par le ténophobie, qui est un antiviral chez les mères qui ont une charge virale ADN supérieure à 200 000 unités internationales, ou bien chez les mères qui sont antigènes HBE positifs. À partir de ces recommandations, on va avoir des indicateurs programmatiques. On a 2 indicateurs programmatiques. Premièrement, lorsqu'on choisit l'option de l'approche universelle, il faut que nous ayons la prévalence de l'antigène HBS chez les enfants de moins de 5 ans qui soit inférieure à 0,1%. Mais lorsque nous décidons d'avoir une approche ciblée, c'est-à-dire d'identifier les femmes qui sont antigènes HBS traitées par le ténophobir, il faut que nous ayons 2 indicateurs. Le premier, c'est la prévalence de l'antigène HBS qui soit inférieure à 0,1% chez les enfants de moins de 5 ans, et puis le taux de transmission de la mère à l'enfant qui soit inférieur à 2%. La situation actuelle, c'est que la vaccination, elle est globalement bonne, si on peut le dire comme ça, pour les 3 doses. Mais pour la vaccination à la naissance, on a encore un petit problème, puisqu'on a 43% de couverture. Et si on se situe principalement dans le contexte africain, c'est 20% de couverture pour ce qui concerne la vaccination à la naissance. Et lorsqu'on regarde l'indicateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il faut avoir une prévalence inférieure à 0,1%, on a dans le monde 0,9%. Ça varie de 0,1% en Amérique à 0,4% en Asie, mais en Afrique, nous sommes à 2,5% pour cette prévalence. Et plusieurs raisons peuvent expliquer cela. D'abord, est-ce que les gens connaissent vraiment ce que c'est que le virus de l'hépatite B? Pour moi, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est les difficultés d'avoir accès. Le test rapide n'est pas toujours disponible et puis le traitement est tout à fait compliqué parce qu'on vous dit de faire la charge virale ou bien d'avoir l'antigène HBE pour pouvoir initier le traitement. Et en 2024, l'Organisation mondiale de la santé a proposé de nouvelles recommandations. Donc je vais vous demander de regarder d'abord les nouvelles recommandations avant d'aller à la première recommandation. Dans ces nouvelles recommandations, qui sont des recommandations conditionnelles avec des niveaux de preuve qui sont très limités, l'OMS propose maintenant de traiter toutes les femmes qui sont antigènes HBS positives, de les commencer à les traiter à partir du 2e trimestre de grossesse, surtout de compléter, bien entendu, avec la vaccination à la naissance. Donc, on va se retrouver dans la situation du traitement comme on le fait pour aujourd'hui le VIH. Et il faut se rappeler que pour le VIH, des premiers travaux avec François, c'était Ditram, c'était à la 36e semaine, et puis après on est à la Ditram+, on est à la 32e semaine. Donc on revient un peu comme la recommandation de l'infection à VIH.
Mais les recommandations qui sont les plus fortes, c'est d'abord un traitement qui est ciblé, c'est-à-dire chez les mères qui sont antigènes HBs positifs, de faire de la charge virale ou bien de faire l'antigène HBe, de commencer le traitement à partir du 2e trimestre et de compléter avec la vaccination. Bon, bien entendu qu'avec ce traitement qui est le traitement pour tous, il y a des gens qui sont pour et puis il y a des gens qui sont contre. Ce qui est pour, c'est qu'on peut initier le traitement le même jour, comme on le fait pour le VIH. On connaît bien la tolérance au tédofovir, la simplification est très faible. Par contre, le problème, c'est qu'on va surtraiter un certain nombre de gens qui n'ont pas besoin de traitement et on estime à 85% les femmes qui n'auront pas besoin de traitement en Afrique subsaharienne et 70% en Afrique. Et puis, on ne sait rien sur les conséquences en termes de coûts, de logistique et d'implémentation de l'acceptabilité de cette stratégie. Et donc, on s'est posé la question, la difficulté majeure, c'est de pouvoir faire la charge virale ADN ou bien de faire l'antigène HBe. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il existe aujourd'hui des tests rapides qui pourraient permettre de remplacer cette charge virale ou bien de remplacer l'antigène HBe? Heureusement, il y en a. C'est un papier qui a été publié par l'équipe de Yusuke avec Vincent Perpétue, où ils ont évalué l'hépatite B corrélative d'antigène avec comme test de référence la concentration de la charge virale ADN supérieure à 200 000 unités internationales, qui montre une sensibilité très bonne de 93%, une spécificité de 94,3%. Et on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser cette hépatite B corrélative d'antigène, tout en sachant qu'il y a une bonne corrélation en termes de sensibilité et de spécificité. Le coût est très faible, c'est de $5 US. En sachant que la charge virale va coûter à peu près 50 ou 60 $ US, qu'on n'a pas besoin d'équipement de la chaîne de froid et qu'on peut avoir les résultats au bout de 45 minutes et que c'est ce que nous avons l'habitude d'utiliser dans les pays à ressources limitées, c'est-à-dire les tests rapides. Et comme tout test rapide, c'est un test qui se fait soit avec du sérum, du plasma ou bien avec du sang total qui nous permet d'avoir ces résultats le plus rapidement possible en 45 minutes. À partir de ça, on s'est dit, pourquoi ne pas évaluer donc à travers un essai de non-infériorité des deux stratégies. Donc d'abord la stratégie que je vais appeler une stratégie ciblée, en utilisant bien entendu ce test rapide, et de voir si ce n'est pas non inférieur à la stratégie universelle qui consiste à traiter toutes les femmes, mais ceci en regardant deux indicateurs qui sont d'abord la rétention dans les soins et le deuxième indicateur qui est la charge virale ADN au moment de l'accouchement. Et donc, bien entendu, que les critères de jugement secondaire sont à 3 niveaux. D'abord, au niveau clinique, on va estimer le risque de transmission mère-enfant à 9 mois. La tolérance, bien entendu, chez les femmes enceintes, chez les enfants. On aura des études de coût-efficacité, mais également les études sur les aspects sciences sociales. On va comparer l'acceptabilité, l'adoption, la faisabilité de ces deux stratégies. Et bien entendu, ça nous permettra de recueillir les informations pour permettre une meilleure connaissance sur le virus de l'hépatite B dans nos pays. Donc, ce que nous proposons ici, c'est de faire donc un essai en cluster qui sera randomisé, qui est un essai de non-infériorité, qui va se dérouler dans 3 pays africains, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Togo, dans 2 pays asiatiques qui sont le Cambodge et le Vietnam. Donc, le cluster, ce sont les centres de santé primaires ou bien les hôpitaux ruraux, et puis ces 80 clusters qui seront randomisés dans une allocation 1 x 1. Bien entendu qu'il y aura une approche multidisciplinaire puisqu'il y aura des études en sciences économiques, en sciences sociales, en sciences de l'implémentation. Ceci, on va le faire dans 2 pays, au Cambodge et puis en Côte d'Ivoire. Donc les critères d'inclusion, je ne vais pas tous les citer, je vais en choisir 2 comme critères. C'est les femmes qui sont âgées de 18 ans et plus, qui sont enceintes et qui sont vraiment antigènes HBs positifs. On va essayer d'aller dans un milieu le plus décentralisé. Dans les critères de non-inclusion, c'est vraiment la co-infection avec le VIH, ou bien lorsqu'on a un âge gestationnel qui est supérieur à 28 semaines d'aménorrhée, ou bien lorsqu'on a des conditions qui contre-indiquent la participation à l'étude. Donc, le critère de jugement principal, c'est le pourcentage de mères antigènes positifs pour l'antigène HBs qui vont revenir dans un centre de santé et qui auront une charge virale ADN inférieure à 200 unités internationales au moment de l'accouchement.
Les critères de jugement secondaire, c'est le pourcentage d'enfants qui sont antigènes HBS positifs. Bien entendu, on va décrire la cascade de soins, les effets secondaires, l'acceptabilité, le coût et le coût efficacité. Regardez bien cette diapositive qui résume complètement le projet Hippocampe. Donc, on a deux bras. Donc, le premier, c'est le traitement universel pour tous. Donc, toute mère d'épicée antigène HBS positive va initier le traitement. On va initier le traitement à partir de la 28e semaine, qu'on va continuer jusqu'à 6 à 8 semaines postpartum. Les mères seront suivies, les mères et les enfants, le couple mère-enfant sera suivi jusqu'au 9e mois. Et dans le premier groupe où on a décidé d'avoir donc le test rapide, donc les mères qui sont antigènes HBS seront randomisées avec un groupe qui va recevoir. Lorsque le test est positif, sera positif, on va initier le traitement à base de tenofovir. Mais lorsque le test rapide est négatif, on ne va pas initier de traitement et tous seront suivis jusqu'à 9 mois, qui sera la fin du suivi. Donc les critères sur le plan, on ne peut pas faire une telle étude sans vraiment un volet social et économique. Donc sur le plan économique, c'est vraiment de pouvoir documenter l'adhérence et la rétention dans les soins, la faisabilité de ces études, le coût de ces études, l'acceptabilité aussi par les décideurs qui choisiront in fine une stratégie finale, et on essaiera d'interroger dans la plupart des cas les décideurs pour pouvoir prendre une meilleure option pour les mères qui sont antigènes HBS positifs. Bon, pour le calcul du nombre de sujets nécessaires, on est parti du principe que dans la stratégie universelle, 70% des femmes respecteront les critères que nous avons proposés et qu'il nous faut à peu près 40 structures et 80 structures de santé, 16 dans chaque pays. Et comme on est dans 5 pays, ça fera 80 au total. Donc ça, c'est pour résumer une fois de plus, pour dire que nous allons suivre 640 femmes par pays, au total 3200 femmes antigènes HBS qui seront suivies au total pour pouvoir montrer cette non-infériorité. Pour ce qui concerne maintenant la durée, le calendrier, donc on est dans la soumission au comité d'éthique. On a commencé par le Cambodge. Donc on espère débuter un recrutement en octobre 2025 avec en 12 mois les inclusions avec une durée de suivi de 15 mois, donc 27 mois au total. Et on espère pouvoir finir l'étude en juin 2028. Donc voilà le groupe qui préside. D'abord, merci aux autres investigateurs qui sont dans la salle, Olivier et puis Yusuke. La coordination générale est assurée par l'équipe d'Olivier à Genève. L'équipe de data management, c'est par Yusuke. On aura bien entendu un comité de pilotage. Et puis, merci également aux 5 investigateurs pays. Je vous remercie pour votre attention. Ok, merci de nous avoir fait économiser une dizaine de minutes. Des questions, des commentaires, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît, par là. Merci pour la présentation. J'ai une petite question de curiosité. Pourquoi exceptionnellement ces 3 pays? Qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix de ces pays que vous avez pris pour l'étude? Pourquoi pas le Burkina? Merci. Alors, il n'y a pas de petite question. Je pense que c'est une grande question. Le Burkina, effectivement, au tout début, le Burkina était dans la boucle, mais comme vous le savez, je vais parler directement à Cash. Pour les relations que vous savez très bien de Burkina et la France, on a dû retirer le Burkina, malheureusement, de cette étude. Sinon, le Burkina était dans l'étude jusqu'au début, jusqu'à il y a 2 mois ou 3 mois pratiquement. Désolé. Oui. Bonjour. Que se passe-t-il à la fin de l'étude pour les patientes qui ont reçu le tenofovir? Pour les patients qui ont reçu le tenofovir, donc finalement, il y a 2 options qui vont se présenter. Réellement, il faut faire la charge virale puisque c'est un critère de jugement. À partir de ce critère de jugement, on va essayer
de référer certaines femmes effectivement vers les services d'hépatogastro. Il y aura, comme on l'a dit, il y aura certaines femmes qui n'ont pas besoin de charge virale. Et il y aura une évaluation aussi de la fonction hépatique, tout ce qui est fibroscan, tout ce qui est APRI, pour pouvoir voir si ce sont des femmes qui sont éligibles ou pas au traitement à vie. Oui, parce qu'il faut quand même prendre en compte le fait que le tenofovir a montré les efficacités pour réduire les risques d'hépatocarcinome cellulaire. Oui, oui, donc, une fois qu'on commence un traitement, vous n'allez pas les arrêter, je suppose. Pour le moment, dans l'essai, ce n'est pas tout le monde qui a besoin du tenofovir à vie. En fait, c'est ça, dans les recommandations. Donc, c'est pour ça que j'avais dit il y a des pour et des contre pour cette option. Et justement, l'objet, c'est de pouvoir documenter la faisabilité de ces différentes options. Okay. Oui, par là. Oui, bonjour. Oui. Dans l'essai, vous n'avez pas du tout prévu de caractériser l'aspect sérologie hépatite delta pour les patientes? Bon, je crois que c'était une question que j'ai discutée hier avec Vincent Perpétue. Bon, on ne l'a pas mis, mais ça peut être une option, une étude ancillaire qu'on pourra effectivement greffer, qui va demander effectivement un financement complémentaire. Les discussions déjà avec la NRS sont déjà très tendues, donc on ne va pas en rajouter pour demander plus actuellement. Mais sinon, c'est effectivement une très bonne option, puisqu'on se posait la question qu'on n'avait pas beaucoup d'informations sur le delta, et que les informations que nous avons actuellement sur le delta sont essentiellement sur quelques données de prévalence. Mais même si on trouvait le delta, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? C'est un peu, c'est à discuter avec les financements complémentaires. Mais en tout cas, pour information, je travaille avec l'OMS et une équipe brésilienne pour le développement, l'évaluation d'un test rapide. Okay. Et donc, ça pourrait très bien pouvoir être inclus dans tout type d'études sur l'hépatite B. Je sais que aussi la réflexion aussi, c'est de pouvoir doser l'adhérence. Il y a Yusuke qui pense qu'il y a des tests, puisqu'il y a des tests maintenant urinaires qui permettent d'évaluer l'adhérence au tenofovir. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ces tests qui ont été évalués à 5 $ sont rapidement passés à 17 $ parce qu'on a commencé par dire que ça marche. Donc il y a encore des discussions autour, en fait. Une question par là? Oui, très brièvement. Pourquoi avoir 18 ans minimum? Pardon? Vous avez un critère de 18 ans minimum pour participer à l'étude. Pourquoi 18 ans? J'ai mis 18 ans ou l'âge de la majorité dans chaque pays. Donc, dans certains pays, c'est 21 ans. Dans d'autres pays, c'est 18 ans. Voilà. Merci Didier. J'ai eu un petit moment d'inattention. J'ai l'impression que c'est à moi seul qu'on pose des questions depuis le matin. Non, vas-y Roland. Merci. Pas de problème. Est-ce que tous les enfants nés de mères antigènes HBS positives vont être vaccinés à la naissance ou pas? Oui. Tous? Tous, oui. Okay. Tous vaccinés. Ça sera vraiment un plus si on arrive à faire cela, à avoir des données consolidées pour pouvoir changer un peu les politiques. Parce que c'est pas, si je me rappelle bien, sur les pays africains, en 2020, c'était 35 pays qui ont adopté la vaccination, dans 18 même qui ont adopté la vaccination à la naissance. Donc, il y a encore ce travail parce que tout simplement le vaccin monovalent n'est pas pris en charge par Gavi, sinon si je veux parler en français facile. Oui, tout au fond. Merci. Donc, Elias Dad du Burkina Faso. Merci à Didier donc, pour la présentation et pour donc, ce beau projet. Moi, ma question, c'est de savoir si dans l'intervention, il y a une composante qui prend en compte donc, la rétention. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour améliorer la rétention des femmes, en fait? Bon, comme on va essayer de travailler surtout en milieu décentralisé, donc on va beaucoup s'appuyer sur les agents de santé communautaire. Et comme classiquement, ce qu'on fait pour la rétention dans tous ces projets, c'est appel téléphonique. On a aujourd'hui 99% de couverture téléphonique dans nos pays. Et deuxièmement, c'est les visites à domicile. Voilà. Donc, et puis ensuite, on souhaiterait que les femmes puissent accoucher dans les structures où elles ont fait leur consultation prénatale. À partir de là, on pourra facilement les rechercher.
La chance pas la chance, mais bon, l'opportunité que nous avons, c'est de pouvoir travailler en milieu décentralisé. On ne travaillera pas en ville, par exemple à Lomé ou à Abidjan, où ça sera beaucoup plus difficile en termes de rétention dans les soins. Je voulais savoir s'il y a un dépistage possible en décentralisé. Est-ce qu'il y a une prise en compte des fratries, enfin des autres enfants déjà nés de ces mères antigènes HBS positifs? Est-ce que c'est possible à ce moment-là de les dépister? Bon, dans le cas de l'essai, c'est pas prévu, mais ça, c'est des choses qu'on peut discuter avec le programme national pour voir si c'est l'approche familiale qui est faite. Et là, on va se retrouver dans une situation, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on finit de dépister? Donc ça, il faudrait voir. Pour le moment, c'est pas prévu, mais on verra si la NRS veut encore ouvrir un peu. J'ai rien dit, j'ai seulement dit. Une question. Ok, une avant-dernière question. Merci beaucoup. Merci Didier pour ce beau projet. Mais moi, ma préoccupation est prise en compte parce que vous êtes en milieu décentralisé. On sait que l'hépatite B, il y a beaucoup de contamination sous le toit et il y a beaucoup d'infections familiales. Est-ce que vous avez travaillé avec les politiques publiques au niveau local pour voir comment la fratrie pourra être prise en charge? Parce que si on prend en charge la mère et l'enfant qui va naître, on laisse toute la fratrie, ça pose un réel problème de santé publique et d'éthique. Merci beaucoup pour ce beau projet. Je suis professeur Koumba Touré Kane du Sénégal. Je vous remercie. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je disais un tout petit peu, ce qu'on veut vraiment faire, c'est d'éliminer la transmission du VIH-B de la mère à l'enfant. On ne peut pas tout résoudre. Et j'ai dit 90% de ces cas de transmission, c'est ces cas-là qui se transformeront en hépatite chronique. Les transmissions au cours de la petite enfance, c'est 30%. Donc, je vais discuter avec les autres collègues pour voir éventuellement comment on prendra en compte la fratrie. Mais il y a bien entendu une composante politique où on va interroger les décideurs pour savoir exactement ce qu'il faudrait faire. Et ça revient totalement à l'approche familiale qu'on avait déjà initiée dans le cadre du VIH avec le programme MTCT+, avec François dans les années 2002 et avec Renaud dans les années 2002-2003. La toute dernière question. Ils sont déchaînés, hein. Ouais. On ne dirait pas qu'ils sont mangés. Merci. Un des critères d'inclusion, c'est l'âge gestationnel, donc basé soit sur la date des dernières règles ou sur l'échographie. Et d'une façon générale, même en milieu urbain, l'accès à l'échographie n'est pas top donc chez les femmes enceintes, en particulier en tout cas dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous faites pour anticiper cela sur les critères d'inclusion? Surtout quand on sait que l'âge gestationnel basé sur la date des derniers règlements est problématique parce que beaucoup de femmes ne sauront pas vous dire exactement 6 mois après quelle était la date des dernières règles. On a fait une étude récemment à Ouaga et c'était un point majeur donc, en fait, de difficulté pour l'inclusion des femmes. Merci. Alors, je pense que sur la PTME, il n'y a pas de méthode parfaite. Hein. Quelle que soit la méthode, il y a toujours un petit biais. Mais en termes d'accès à l'échographie aujourd'hui, il faudrait en plus à l'échographie, il faudrait faire ça un peu tôt. Donc ça pose un peu de problème. Mais on a beaucoup de programmes de télé-écho qui se font. Mais même si tu fais l'écho à la 28e semaine, ça sera très, 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 très approximatif. Donc voilà, ça c'est les biais qui sont liés aux études, quelles que soient les méthodes qui seront utilisées. OK, merci, docteur.